Et surtout, naturellement, que j'accepte cette mission en militant que je suis de la question environnementale des constructions, la qualité architecturale de son observation de l'environnement et surtout pour la qualité du cadre de vie. Le siège que je dirige. Jadis, puis d'ailleurs, dans sa mission, au-delà de la mission d'information, la mission de conseil, la mission d'accompagner les collectivités et maîtres d'ouvrage. Sa mission est de fédérer les acteurs pour la qualité architecturale, la qualité du cadre de vie. Et donc, c'est tout naturellement, je disais que j'ai accepté cette mission parce que c'est public, c'est inscrit dans ce que nous avons d'avoir fédéré les acteurs pour faire émerger des solutions problématiques qui se présentent à nos territoires. Le CIE Jadis a porté, voilà, ça fait plus d'une quinzaine d'années, la conception, l'élaboration, avec le soutien de l'ADEME, Martinique, l'ADEME, Guadeloupe, le premier guide de la qualité environnementale du bâtiment. Confier la direction et le pilotage à notre ami Fox et Martin, architecte engagé de l'Union de Guadeloupe depuis 30 ans. L'ambition était certes d'ouvrir une démarche conceptuelle dans notre sphère environnementale particulière, qui est insulaire, caribéenne, et de plus, globalement, s'inscrit dans le territoire tropicaux. C'est aussi une ambition, surtout de permettre aux professionnels de conception, d'aménagement, formés outre-Atlantique, et de bénéficier de référentiels propres, de référentiels HQE propres. Cet outil adapté non pas à d'autres outils, mais surtout partant des réelles caractéristiques géographiques, socioculturelles et économiques de notre territoire. Territoire que nous avons cumulé tous les risques, y compris les risques d'avalanche, c'est-à-dire que les prix, la Fiona et la je vous remercie, monsieur le président. Et je remercie aussi la CICOA, aussi écouté à l'expérimentation. Et également que ce séminaire pour le principe et pour remercier les participants. Merci. Donc, un grand merci, M. Saint-Missier, pour ces propos introductifs. Ce que je vous propose maintenant, c'est de parcourir ensemble le sommaire. Est-ce que vous pourriez nous confirmer que sur le chat que vous entendez bien, que le son est de meilleure qualité? Ok, donc il n'y a pas de... Ok, alors pour poursuivre, nous allons vous parcourir ensemble le sommaire de ce séminaire. Donc en première partie, nous présenterons Synergile et plus précisément le réseau bâtiment durable. Dans un second temps, M. Caillé présentera CERCAL, puis les grands principes de la certification. Nous aurons ensuite une présentation du référentiel dédié à la Guadeloupe, puis une présentation par la SIG d'une opération pilote, et enfin le bilan Outre-mer et Guadeloupe des certifications. Donc, dans un premier temps, présentation donc, de Synergie le réseau bâtiment durable. Donc, je suis Philippine Cummins, donc que vous voyez actuellement. Je suis en charge des missions réseau bâtiment durable.
Alors, Synergile, qu'est-ce que c'est? Synergile, c'est le pôle d'innovation de la Guadeloupe, donc, qui a été créé en 2008. Nous sommes spécialisés dans la transition énergétique et écologique, et notre rôle, c'est d'être une interface entre les sphères techniques, scientifiques et institutionnelles. Donc, Synergile, c'est vraiment une organisation frontière entre ces différentes sphères. Nous sommes partenaires du pôle de compétitivité Cap Énergie et Calitropique. Et notre statut est celui d'une association loi 1901 à but non lucratif. Le pôle Synergie compte une soixantaine d'adhérents basés ou ayant des activités en Guadeloupe, Martinique et Guyane. Le pôle mobilise des entreprises, qu'elles soient petites ou grandes, les réseaux de chercheurs et d'acteurs territoriaux dans le but de les accompagner dans leur démarche d'adaptation énergétique et écologique et d'innovation. Donc, le pôle est constitué de 6 départements d'expertise. Nous avons dans un premier temps l'ingénierie de l'innovation, énergie et matériaux, INNOV, qui est le premier département, puis l'OREC, Observatoire régional de l'énergie et du climat, l'EIT, écologie industrielle et territoriale, l'ORDEC, Observatoire régional des déchets et de l'économie circulaire, le département Guadeloupe Mobilité Durable et enfin le département Réseau Bâtiment Durable. Donc pour présenter un petit peu plus précisément la mission du Réseau Bâtiment Durable, l'objectif, c'est de faciliter les mutations des pratiques de l'ensemble des professionnels, que ce soit de la construction ou de l'aménagement, face aux défis énergétiques et environnementaux. Et donc, pour ça, il faut en favorisant la transition environnementale et énergétique du patrimoine bâti en Guadeloupe. Donc, pour ça, on suit 3 objectifs principaux au sein du département. Donc, premièrement, c'est de faire émerger des solutions innovantes permettant d'améliorer la qualité environnementale des bâtiments en Guadeloupe, d'accompagner les différents acteurs de la démarche de transition environnementale et énergétique, et enfin de sensibiliser les différents acteurs aux nouveaux enjeux et réglementations inhérents aux bâtiments, spécifiquement en milieu tropical et insulaire. C'est le cadre de ce séminaire. Et la mission Réseau Bâtiment Durable, elle est soutenue par la région Guadeloupe, l'ADEME, le CAUE, la DEAL, l'AFD, le CROAG et enfin EDF. Donc voici pour la présentation de Synergile et de nos différents départements. Maintenant, je vais passer la parole à Monsieur Caillé de chez Cercal pour la présentation de Cercal. Merci Madame Cummins. Vous m'entendez bien? C'est bon. Donc, merci beaucoup Madame Cummins. Je voudrais remercier Monsieur Vialbois de votre invitation à votre séminaire. Et puis merci Monsieur Santini pour moi lors de votre discours d'ouverture. Alors, on est ravis donc d'être ici. Je suis accompagné de Faustine Kolfenter, qui est responsable technique des activités outre-mer et internationales également, et qui m'épaule et m'appuie dans le développement des territoires qu'on peut avoir en outre-mer. La ZAP ne marche pas. Sinon, c'est bon, ça marche. Et alors voilà, donc on va vous présenter succinctement qui est Cercal, qui nous sommes. La certification, on aura l'occasion d'en parler. On ne va pas parcourir tout le référentiel aujourd'hui, bien sûr. On va vous présenter les éléments essentiels, les éléments un peu structurants de la certification et puis le processus d'évaluation. Et en préambule, on évoquera évidemment les bénéfices attendus de la certification pour un territoire comme la Guadeloupe. Et puis je passerai la parole à M. Lafont de la CIE qui présentera une opération pilote qui est engagée en éligibilité de HQM. Alors, qui nous sommes? Donc, Cercal, c'est une société privée, une société qui a un statut de SAS banal, mais un statut particulier parce que nous sommes une filiale de l'association Qualitel. C'est ce que je disais ce matin à M. Vialbois, c'est atypique. Qualitel a été créée il y a une 50aine d'années par le ministère du Logement pour promouvoir la qualité de l'habitat, améliorer notre confort et puis réduire aussi
la consommation énergétique des bâtiments et également une mission d'intérêt général qui est l'information de la qualité des logements auprès du grand public. Ce qui fait donc Cercal est bien l'organisme certificateur de l'association Qualitel. Qualitel décline des orientations stratégiques à travers un conseil d'administration qui est représenté par l'ensemble des parties prenantes de l'offre de logement en France. On va retrouver les services de l'État, bien sûr, mais pas que, l'Union sociale de l'habitat, la Fédération des promoteurs, l'Ordre des architectes, les BET, les contrôleurs techniques, les associations de consommateurs. Je ne vais pas tous les citer, le CSDV également, la Caisse des dépôts et de consignation, une trentaine d'acteurs qui vont valider les différentes orientations stratégiques et qui vont valider les référentiels de certification que nous proposons par territoire. Donc, ah bon? Voilà, vous avancez. Alors, en haut de la pyramide, on va retrouver l'association et puis Cercal qui est le bras opérationnel de la certification étant une méthodologie qu'on adapte par territoire et qu'on met en place auprès des maîtres d'ouvrage. C'est une filiale technique dans laquelle on va puiser les évaluateurs ou un certain nombre d'expertises sur les thématiques du bâtiment, en l'occurrence Qualitel Formation et puis Qualitel Espace Numérique, qui propose des services numériques du logement. Et puis, peut-être un mot sur le fonds de dotation de l'association Qualitel qui œuvre pour les logements des populations les plus défavorisées et qui valorise financièrement une trentaine de projets par an avec un budget d'environ 200 à 300 000 euros. Et si je vous en parle, c'est parce qu'on n'a pas encore de projet associatif qui pourrait rentrer et qui pourrait être valorisé en Outre-mer. Et on aimerait cette année avoir un ou plusieurs projets à valoriser. Donc, si vous avez vent de projets qui pourraient rentrer dans ce cadre-là, je vous laisserai vous rapprocher de Mme Comitz qui vous renverra vers nous. Alors, allez-y. Non. Alors, la certification EDF Habitat est délivrée par Cercal et s'articule autour d'un premier repère de confiance EDF Habitat qui va pousser le curseur, mais pas trop loin, sur un certain nombre de thématiques. Dedans, on va intégrer quelques repères de qualité, notamment qui vont concerner le pouvoir hydrothermique, en s'appuyant évidemment sur la RTG, sur les éléments acoustiques de la RTANOM et de l'aération. Et puis, entre autres, et vous avez EDF Habitat HQE, qui va être décliné en plusieurs niveaux de performance et qui permet aux maîtres d'ouvrage d'améliorer substantiellement le logement sur un certain nombre de critères. Pour vous donner un ordre d'idée, on a entre 120 et 150 000 logements collectifs et individuels groupés engagés en certification annuellement, dont 20 à 30 000 en rénovation. Donc, vous l'avez compris, la certification elle est portée pour le moment par le logement neuf, la rénovation progresse et nous travaillons, j'ai envie de dire au global, avec les promoteurs et les bailleurs sociaux, donc 50-50 la répartition. Donc on travaille autant en social qu'en accession. Alors, on a pris le parti avec Faustine de vous présenter tout de suite les bénéfices de la certification. Pourquoi aujourd'hui un maître d'ouvrage s'engage dans une démarche de certification qui reste une démarche volontaire du maître d'ouvrage. Et donc, pour ce faire, on a missionné en 2020 l'Ipsos, qui a analysé 1000 logements et qui a interviewé plusieurs milliers de locataires et d'acquéreurs pour faire ressortir les bénéfices d'une opération qui est certifiée par rapport à celle qui ne l'est pas. Je vous laisse avancer. Et de cette étude qui est parue fin 2020, on a ressorti les avantages et les différents enseignements que vous voyez apparaître à l'écran. Le premier avantage, c'est dès niveau EDF Habitat. C'est une augmentation de la conformité des logements neufs en réglementation et une augmentation substantielle. On a aujourd'hui des opérations qui sont certifiées, qui ont quelques non-conformités quand elles arrivent en fin de travaux, quand on fait les contrôles, mais derrière, étant présent, étant là, et on met le doigt dessus et on force le maître d'ouvrage à remettre ces éléments. Et dedans, il y a des éléments qui sont réglementaires. Une opération qui n'est pas certifiée présente plus de non-conformité en phase de livraison qu'une opération qui l'est.
Le deuxième et le troisième point qui sont liés, hein, c'est une augmentation, une amélioration substantielle du confort de vie des gens dans leur logement. Et on va voir tout de suite après quels sont les éléments pratico-pratiques qui concernent les locataires ou les acquéreurs, et puis la certification de valeur d'un bien immobilier, évidemment pour les promoteurs, pour les maîtres d'ouvrage qui vendent leur patrimoine auprès d'acquéreurs. Alors, l'étude qui est parue il y a un an, un peu plus d'un an et demi, elle est disponible, hein, donc on pourra vous l'envoyer bien évidemment, mais voilà, il ressort qu'un logement qui est certifié, c'est un logement dans lequel on se sent plus en sécurité. Donc, on a fait le distinguo entre la qualité mesurée techniquement et puis la qualité perçue par les locataires, et les courbes évoluent dans le même sens. La certification, c'est une meilleure ventilation du logement. Un logement qui est certifié ventile mieux qu'un logement qui n'est pas. Et puis, on a une consommation énergétique qui, de par les quelques préconisations que nous avons, et qui dépendent évidemment fortement du niveau de performance qui est recherché par les maîtres d'ouvrage, on a une consommation énergétique moins élevée. Voilà, c'est quelques éléments de contexte qu'on souhaitait vous présenter. Et l'étude est bien plus complète de ces éléments-là. Et je l'enverrai à Madame Collins pour qu'elle puisse diffuser au réseau Synergie. Ici, vous avez l'offre de certification qui couvre différentes activités. Donc, la construction, on certifie les logements neufs, la rénovation et l'exploitation, qu'on soit en copropriété ou en pleine propriété. En Outre-mer, et je me centrerai sur la Guadeloupe, l'activité est clairement portée par le logement neuf. On a lancé l'année dernière le référentiel NF Habitat Construction Guadeloupe. Donc, notre présence en Guadeloupe est récente, on y reviendra tout à l'heure. Il y a des enjeux qui sont aussi considérables en réno en Guadeloupe. Il est fort possible qu'en fonction des souhaits des acteurs, les bailleurs, mais pas que, les services de l'État, les collectivités, on aille vers un référentiel de rénovation. Alors, en préambule, et avant de rentrer dans le détail technique, les parties prenantes de la certification et le planning. Le référentiel ne s'est pas mis en place du jour au lendemain, c'est un travail de longue haleine. Avec un premier séjour de développement, je vous invite à cliquer et aller oui. On a un premier séjour de développement en 2019, et puis, alors comment on a construit le référentiel? On l'a construit à travers des opérations de test que nous ont confiées la SIC, la SICOA et puis ICAD sur une opération d'accession. Et on a pu faire des propositions d'adaptation référentielle qui ont été validées ou pas à travers ces premières opérations de test, et on a fait un certain nombre d'évaluations. On a fait près d'une dizaine d'évaluations techniques en phase avant-projet détaillé, en phase pro, pour pouvoir recaler les différentes propositions d'exigence qu'on avait faites. Et derrière, on a mené un certain nombre de groupes de travail et de séances plénières avec les acteurs locaux, donc architectes, l'ordre des architectes, comme Perry Luguet, on ne peut pas la nommer, les BET, je pense à Equinox, les bailleurs sociaux aussi, SICOA, SEMSAMA, SPHLM, je vais en oublier un, je pense, et la CEMAG, et puis donc les archives, BET, l'ADEME, bien sûr, qui nous a accompagnés. Et puis, pour pouvoir être sûr qu'on ne se trompe pas sur les besoins et les spécificités locales de la Guadeloupe. Et donc, ici, sur le slide suivant, vous avez l'ensemble des parties prenantes, comme ça, je suis sûr d'oublier personne, l'ensemble des parties prenantes qui ont contribué à l'adaptation du référentiel en Guadeloupe. Donc, un référentiel, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ce qui fonctionne en métropole, à La Réunion ou en Guyane, ne fonctionne pas forcément ici en Guadeloupe. Et du coup, ça demande du temps. Et ce référentiel, donc, on l'a lancé avec l'ensemble des acteurs que vous voyez là, en novembre dernier. Et ce référentiel, il a vocation à évoluer. Donc, on a créé un comité NF Habitat Guadeloupe qui se réunira une fois par an. Le premier comité NF aura lieu
en courant du premier trimestre 2023 pour qu'on puisse faire un premier retour d'expérience sur les évaluations qui sont faites. On n'a encore aucune opération livrée, mais sur les propositions qu'on peut faire en termes d'évolution, sur le retour des maîtres d'ouvrage et des équipes de maîtrise d'œuvre qui intègrent la certification dans les CCTP et bien sûr les entreprises. On a déjà une première opération qui est partie en travaux, là, il y a un mois en allant. Alors, sur le contenu du référentiel, LF Habitat s'articule autour de 3 engagements. La qualité de vie, le confort de vie, le respect de l'environnement et puis la performance économique du projet. Ces différents engagements, je vous invite à avancer, s'articulent autour de thématiques techniques que vous voyez apparaître avec, au sein de cette matrice, avec un code couleur. En bleu ciel, on est en LF Habitat, et puis bleu foncé, on va un peu plus loin, et on est en LF Habitat HQE. Si je prends l'exemple de la qualité de vie, et là, on va retrouver dans la thématique qualité de vie le confort hygrothermique et la qualité acoustique. Le confort hygrothermique est clairement une thématique structurante de la certification, quels que soient les territoires d'ailleurs, et qu'il faut vraiment intégrer le plus en amont possible. La qualité acoustique, alors, bon, Faustine, tu m'arrêteras si je me trompe, mais la qualité acoustique, donc on est regardant particulièrement sur les bruits d'impact, notamment le logement collectif, où là, il y a quand même un sujet à traiter. Vous voyez apparaître la résilience vis-à-vis des risques, et la résilience, et je fais écho au propos de M. Saint-Sidi à l'instant, la résilience vis-à-vis des aléas climatiques et la Guadeloupe. On a subi de force ce samedi dernier. Donc cette thématique, elle est intégrée pleinement avec, en fonction du niveau de performance qui est recherché dans le cadre de la certification, la définition des aléas climatiques qui peut être concernée par l'opération. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on met en place? Alors, si c'est des pics de chaleur, il faut renforcer le confort hygrothermique. On peut aller un peu au-delà de l'ICTRF de la RTG. Si on est en zone inondable, il faut peut-être rehausser les prises et tous les réseaux électriques au rez-de-chaussée d'un mètre 50. Voilà, c'est quelques exemples. Cette notion de résilience vis-à-vis des risques, il y a quelques années, la thématique n'existait pas dans le référentiel. Il faut bien qu'on est contraint au texte de la transition climatique et de plus en plus. Et quels que soient les territoires, puisqu'en métropole, les pics de chaleur, les grosses métropoles sont très difficiles à vivre, aussi pour les populations. Je vous invite à avancer. Le processus de certification que vous voyez apparaître avec un processus d'évaluation, on s'est mis d'accord ensemble sur un cahier des charges qui, encore une fois, a vocation à évoluer, mais on a validé une première mouture, une première version. Mais ce n'est pas tout. Derrière, il faut l'intégrer sur les opérations de logement. Donc, et on accompagne le maître d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre avec un évaluateur qui est missionné par Cercal, qui vient d'un bureau de contrôle technique local. Donc, c'est bien un évaluateur guadeloupéen qui va évaluer techniquement les opérations et qui va faire plusieurs évaluations techniques pour permettre à la maîtrise d'œuvre et à la maîtrise d'ouvrage d'intégrer au fil de l'eau les opérations. Et M. Pan de la CIC pourra vous en dire 2 mots tout à l'heure. On fait ce travail-là en 3 phases, APD, dossier pro et dossier marché signé. Une fois on s'est assuré que l'intégralité des exigences requises par la certification a été intégrée, et là, on va pouvoir certifier l'opération en phase conception. Alors, certification de conception, certes, mais certification provisoire, puisqu'on fera des contrôles de conformité lors de la réception des travaux quelques mois plus tard. Donc voilà, on couvre bien, on accompagne bien du début à la fin, depuis le dépôt de PC jusqu'à la livraison des logements, le cahier des charges qu'on a écrit ensemble et qu'on a adapté. Allez-y. Alors, là, maintenant, on a vu quelques éléments de contexte et je vais laisser la parole à Faustine qui va rentrer dans le détail technique de quelques thématiques qui pourra aussi répondre aux questions que vous pouvez avoir. Bonjour à tous. Vous m'entendez, c'est bon? On peut Oui. passer. Alors, je vais revenir sur le référentiel Guadeloupe, sur les thèmes, les thèmes du référentiel, quelques exigences. Je ne vais pas toutes vous les détailler ici. Par contre, si vous avez des questions, n'hésitez pas à la fin à les poser. On peut passer la slide. Celle d'après.
Alors, concernant le volet qualité de vie, on va retrouver des exigences sur les thèmes suivants, donc confort hygrothermique, qualité acoustique, fonctionnalité des lieux, qualité de l'air et qualité de l'eau, que je vais là, donc là, on va les détailler ensuite dans les slides qui suivent. Après, dans l'autre sens, pardon, voilà. Alors, en ce qui concerne le confort hygrothermique, on va retrouver des exigences. Donc, on a toujours plusieurs niveaux. On a un niveau NF Habitat, donc c'est des exigences de base, et un niveau NF Habitat HQE, donc pour les opérations qui souhaitent valoriser un niveau HQE, là, avec des exigences qui seront du coup supplémentaires. Principalement, sur le volet confort hygrothermique, on va retrouver des exigences qui concernent les facteurs solaires, la ventilation naturelle, le confort thermique. Voilà, avec donc au niveau NF Habitat, on demandera un ICT inférieur à 5% de l'ICT REF. Au niveau NF Habitat HQE, on aura plusieurs exigences. Voilà, je ne vais pas toutes vous les traduire ici, mais globalement, c'est surtout sur la ventilation naturelle et les facteurs solaires. On peut passer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi dans le fil de discussion. On n'attend pas la fin, hein, on peut s'arrêter quelques instants pour pouvoir préciser les contextes. Ce qu'on vous présente, ce que Faustine vous présente, NF Habitat, NF Habitat HQE niveau d'entrée, il y a plusieurs niveaux de performance qui vont au-delà évidemment de ces exigences que vous pouvez voir apparaître. On a pris parti évidemment aujourd'hui de ne pas vous les présenter, mais on peut revenir le cas échéant et un jour à votre réponse sur le contenu de toutes les thématiques. Tout à fait. Donc, on peut passer peut-être au thème d'après, si tu peux changer. J'ai appuyé, mais... Ah. La qualité acoustique des logements. Donc là, on est sur un autre thème. Donc pareil, on aura des exigences en NF Habitat et en NF Habitat HQE. Au niveau NF Habitat, en fait, on va se rapprocher de la RTA DOM. On aura des exigences qui vont concerner tout ce qui est bruit extérieur et bruit intérieur. Donc, on parlera plutôt de notions de masse surfacique au niveau des planchers, au niveau des murs de séparation. Et au niveau NFHQ, donc c'est un niveau qui est supérieur, on aura des masses surfaciques du coup plus importantes pour ces exigences en HQE. Je vous fais une synthèse, hein, ce sera plus détaillé dans le référentiel, parce qu'on a les planchers entre logements, planchers coursives, etc. On peut passer. Cédric, si tu parles, on ne t'entend pas. Oui, je dois activer le micro si vous voulez. D'accord, bon, du coup... Oui, c'est bon. C'est bon. Donc, globalement, donc on améliore le confort acoustique des gens dans leur logement. On vit les fenêtres ouvertes en Guadeloupe. Donc, la notion de confort, elle porte en termes d'exigence plus sur les bruits d'impact. Et on demande notamment un résidu acoustique et pas une habitude, ce qu'on nous a dit, les acteurs guadeloupéens nous ont dit, ce n'est pas forcément une habitude locale, mais ce n'est pas forcément une habitude qu'on retrouve sur les territoires d'outre-mer. Donc ça apporte un vrai plus-value en termes de confort auprès des locataires ou des acquéreurs. Donc c'est un effort supplémentaire à faire par le maître d'ouvrage, les maîtres d'œuvre et puis les entreprises. Vas-y, aussi. Ok, il y a une question, une première question. Je sais. Faustine, est-ce que tu la vois dans le... Non. Ok, alors, je la vois pas. Une question de Jean-Claude Fabre qui demande quelle prise en compte de la qualité des apports extérieurs, eau, qualité de l'air, nuisance sonore, nuisance olfactive, sargasse. Alors là, c'est une question qui est au-delà de l'acoustique. Du coup, si vous voulez, je peux finir de détailler les rubriques, éventuellement. Et on revient après. On revient après, ouais, comme ça, ouais.
Alors, attendez, du coup, je reprends juste. Donc, les rubriques qui concernent fonctionnalité des lieux. Donc là, on va retrouver tout ce qui est caractéristique pardon, du logement en termes d'équipement, plomberie sanitaire, d'aménagement intérieur, des thématiques sur les parties communes, les locaux déchets, etc. Donc là, à l'écran, on vous a mis quelques exemples d'exigences qu'on retrouve donc en NF Habitat et en NF Habitat HQE. Voilà, présence de vannes d'arrêt, des attentes lave-linge, lave-vaisselle, les espaces de rangement. On a aussi les espaces de tri à l'intérieur des logements. On a tout un volet sur les locaux déchets, la surface du local, etc. Voilà, pour la fonctionnalité des lieux, on peut passer. La qualité de l'air intérieur. Donc là-dessus, on sera plus sur tout ce qui est ventilation naturelle, donc au travers des exigences sur les surfaces d'ouverture, sur les produits de construction qui peuvent être source de pollution. Donc voilà, par exemple, on demandera des normes sur certains produits de construction. Pour la qualité de l'air, voilà, en résumé. Respect de l'environnement, donc là, on va retrouver des thématiques performance énergétique. Alors, performance énergétique, ça va être tout ce qui est consommation énergétique, donc au travers notamment de l'indicateur BBio, tout ce qui est qualité technique des systèmes ECS, tout ce qui est consommation électrique au niveau des éclairages des parties communes, notamment des parties communes de tous les locaux, du bâtiment. La maîtrise des consommations électriques, pardon, voilà. Après, on aura aussi un thème sur la réduction des consommations d'eau. Donc ça, ce sera notamment la mise en place de compteurs d'eau, des exigences sur la pression des installations, la mise en place de robinets mitigeurs, etc. Le volet biodiversité, donc lui, il concernera les opérations notamment en HQE. Donc là, c'est plus sous la forme d'un document d'information destiné aux habitants sur les enjeux écologiques, les mesures prises, etc. pour tout ce qui est biodiversité. Ressources matières, donc là, ce sera tout ce qui est, notamment protection contre les termites, durabilité naturelle du bois, voilà, ce genre de choses. Bon, il y a peu d'exigences sur ce sujet-là. Tu peux Nous avons une avancer. question. Oui. Nous avons une question sur un demande de Jean-Michel Grégoire. Test QAI et lien FDES pour les DOM. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Je dirais que oui. Je dirais que oui. Je peux pas répondre précisément. C'est sûr que ce ne sera pas demandé à un niveau NF Habitat ni à un niveau NF Habitat HQE. Je ne suis pas sûre que toutes les FDES soient adaptées à l'outre-mer. Je ne sais pas si on peut valoriser ça dans la certification pour l'instant. Tu m'arrêtes si je me trompe, mais on le demande dans les fiches déclaratives environnementales et sanitaires. Il me semble qu'on les demande dans le référentiel en métropole. C'est un sujet qu'on avait évoqué, il me semble, dans les groupes de travail, notamment sur la partie respect de l'environnement. Pour l'instant, on n'a pas d'exigence, en tout cas, sur le niveau NF Habitat et puis NF Habitat HQE niveau d'entrée. Bon, c'est un sujet qu'on pourrait réaborder avec les acteurs dans le cadre du premier comité et puis pour faire évoluer les choses. Merci. On a d'autres questions qui concernent cette fois le test d'étanchéité à l'air intégré, par rapport au référentiel.
C'est une question. La question, c'est de savoir si on en demande ou si. On n'en fait pas. Il n'y a pas Oui, de prise voilà, de temps parce que supplémentaire. c'est pas une exigence du référentiel guadeloupéen, en tout cas. Très bien, merci. Ça génère pas mal de questions, votre intervention. Et Oui. une autre question concerne Allez-y, pas de problème. le pourcentage de matériaux en réemploi. Voilà, est-ce que l'économie circulaire fait partie des Ah oui, alors, oui. certification. Alors là, je ne pourrais pas vous répondre comme ça. C'est sûr que c'est des sujets qui sont en cours sur la métropole. L'économie circulaire dans le référentiel Guadeloupe, je ne pense pas qu'on ait d'exigence dessus. On a des exigences sur des profils qui sont supérieurs, mais on n'a pas encore de profil économie circulaire, pardon, en Guadeloupe. On a un profil économie circulaire en métro et à La Réunion, mais pour le moment, le référentiel est très récent. Faire de l'économie circulaire sur une île, ça a tout son sens. Et le référentiel a été lancé il y a quelques mois. C'est un sujet qu'on pourrait, quand on parle de profil de certification, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va chercher les exigences. On peut avoir un profil économie circulaire sur une certification NFH. Ça veut dire qu'on va aller chercher des exigences supplémentaires sur une quantification et une valorisation de déchets, par exemple, sur le chantier. Ce sont des exigences, par exemple, qu'on n'imposerait pas dans le cadre d'une certification NF Habitat tout court. Mais ça permet d'accentuer les efforts qui sont faits sur un projet. Aujourd'hui, ça c'est le profil économie circulaire, il n'existe pas en Guadeloupe, mais ça a tout son sens hein, de le mettre en place si les acteurs le souhaitent. Très bien, merci pour la réponse. On a de nouveau une question. Madame Troplat, j'ai vu que vous avez allumé votre micro. Peut-être que vous voulez poser votre question en live. N'hésitez pas. Oui, bon, vous m'entendez? Oui. Oui, d'ailleurs, bonjour. Oui, j'ai vu la remarque sur l'espace, enfin la préconisation sur l'espace extérieur de 9 mètres carrés. Oui. Ça me chagrine un peu parce que, en fait, pour moi, ça revient à favoriser la réalisation de loggia par rapport à des balcons qui permettraient, eux, de mieux ventiler les logements, d'abriter les façades et de faire une partition dans l'organisation de vie d'un balcon. On peut avoir une zone de rangement et le reste en agrément. Si vous regardez dans le paysage, la loggia, c'est le débarras de plus dans un appartement. Et la réglementation exige que ça soit fermé sur 3 côtés. Donc, en fait, c'est ni valorisant sur les façades, c'est pas un espace qui est forcément bien ventilé. Je pense qu'il faut faire attention à cette règle-là parce que, personnellement, je pense que je ne suis pas la seule. Je pense que la loggia, c'est bon, elle a fait son temps. Et il faut peut-être trouver une solution un peu plus agréable et performante. Je pense en fait, on pourrait faire des études comparées entre le logement traditionnel, même en ville, hein, avec des balcons tout le long de la façade, et des logements plus contemporains avec une loggia et mesurer en termes de qualité, voilà, température à l'intérieur du logement, bruit, etc. Je pense que ça vaut le coup de se pencher sur ce problème. Voilà. Tu compléteras, Faustine, mais Oui. merci Madame pour votre remarque. L'idée, l'essence en fait de cette exigence, c'est ce qu'on constate, quels que soient les territoires, c'est une diminution de la superficie des logements. Et l'objectif, c'est vraiment d'avoir un espace de vie à l'extérieur. C'est ça l'objectif. Ça peut être un balcon hein, ou une terrasse. Ouais. On n'impose pas une loggia, ça peut être une varande, ça peut être une terrasse, peu importe. Après, si la formulation est mal et pas la bonne, il faut la changer, je l'accorde. Mais l'objectif, c'est d'avoir un espace extérieur qui permet aux gens de pouvoir faire leur vie dehors. La varande ou la terrasse ici en Guadeloupe, comme dans d'autres territoires d'outre-mer, elle est nécessaire, elle est considérée comme une pièce de vie, ce qui n'est pas le cas en métropole. Donc, c'est peut-être un problème de formulation. Mais l'idée, c'est de surtout pas supprimer ces varangues. On le voit hein, en Guadeloupe, mais on l'a vu. Hein, donc, on veut se prémunir de ça.
Non, non, j'approuve totalement cette idée, puisque je l'avais aussi noté. Donc, lorsqu'on regarde, la précisé, hein, l'architecture vernaculaire, c'est pas de mètres carrés, c'est peut-être 1,50 m de large sur la périphérie, au moins exposée. Et donc, et malheureusement, il y a des normes de financement de social contraint à faire des choses qui sont parfois pas forcément un avantage pour la qualité de vie. J'ai noté aussi la question là, sur la réutilisation des matériaux. Je pense que c'est super. Et c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de certification pour les réapplications de bâtiments vernaculaires. Est-ce que l'on ne pourra pas récupérer les portes fenêtres d'antan qui ne présentent pas des perméabilisations et aussi, doit-on réellement, je n'ai pas trop bien compris comment on se positionne sur la question de la qualité de l'air. Et la qualité de l'air et de la ventilation. Parce que j'ai bien compris qu'il y a une estimation de votre ouverture pour permettre la qualité de l'air. En même temps, on fait appel au puits aérien et au puits extérieur. Et je ne sais pas comment vous articulez le temps de référentiel. Là, vous mettez le doigt là où ça fait mal. C'est la ventilation d'un logement. On demande des logements qui sont traversants et en Guadeloupe, on demande des séjours traversants. Et à côté de ça, on a des exigences acoustiques. Les exigences, je l'ai précisé au début, les exigences acoustiques, on a tendance à les renforcer au niveau des bruits d'impact, pas des bruits aériens. Les bruits aériens, on n'a pas d'exigence au-delà de ce qu'il peut y avoir en termes de réglementation. Mais on ne peut pas à la fois demander aux gens d'ouvrir leurs fenêtres, bien ventiler leur logement, et puis s'il y a du bruit à côté, c'est compliqué. Ouais. Je suis d'accord. Nous, on est plutôt vigilants sur les bruits d'impact. Les bruits aériens ont quand même moins de sujets, notamment là, quels que soient les territoires ultramarins. Je profite pour dire que si dans mon propos introductif, j'ai fait référence au guide débat, j'ai été étonné de voir que parmi les partenaires que vous avez identifiés, le CAU est absent, alors que le promoteur de ce film, le réalisateur de ce film, et je suis aussi surpris que les gens comme l'expert François Martin, qui a écrit le directeur de cette étude, n'a pas été consulté. Cela dit, ce n'est pas une critique, c'est un appel à peut-être rajouter en formant la certification en retournant sur ces acquis. Parce que, au-delà de l'aspect quantitatif, nous avons particulièrement mis le doigt sur des problèmes de conception, d'amour même, pour faire améliorer la qualité de ce qui existe, soit ça existe. Par contre, lorsqu'on fait le projet architectural, il est évident que partir depuis la conception architecturale, depuis l'implantation, l'orientation, la nature même, dimensionnement, par exemple, c'est une bonne chose que l'AETG a un certain nombre d'éléments normatifs en matière de hauteur de plafond, mais je pense qu'avec une réflexion dans le cadre de cette certification, de cette on constaterait qu'on est en deçà de ce qui serait notamment en ce qui concerne le moteur de plafond. Et ça va aussi vers des indications précises pour les PLU de la nomenclature urbanisme qui aujourd'hui sont très restrictives. Et finalement, nous rappelle encore que les hauteurs sous plafond de 2 mètres par an acceptées, sont moins satisfaisants, notamment des fondations. Alors merci de votre remarque, je vais y répondre, hein, Faustine.
c'est un oubli de notre part et vous pouvez nous en excuser. Le CE sa place au sein du comité, au sein des groupes de travail qu'on met en place. Au contraire, votre expertise, on en a besoin. Donc, mais c'est ce que je disais en préambule à votre collègue. Le premier comité aura lieu dans le cours du trimestre 2023 et bien évidemment, vous serez invité. C'est vrai que quand on arrive sur un territoire, on identifie tous les acteurs, il nous arrive de nous tromper. Alors là, c'est tombé sur le CAUE, mais en Guyane, c'était un autre acteur. Et puis à La Réunion, quand on est arrivé, c'était la première expérience qu'on avait en Outre-mer. Là, on avait oublié un certain nombre d'acteurs importants et du coup, on l'a fait remarquer, pas avec les mêmes mots que vous. Donc, ça, qui peut arriver, effectivement. Là, je vous prie de nous en excuser, mais bien évidemment, vous avez toute votre place auprès de nous. J'en profite pour signaler voilà, que Madame Troplin, je ne pense pas pour une question, mais pour préciser, voilà, il n'est pas question de supprimer l'espace extérieur, mais d'en faire un espace de qualité au regard aux 9 mètres carrés. Avec Madame Troplin, on est d'accord sur le fond. Je pense que c'est la formulation qui laisse peut-être à désirer dans le référentiel, qu'il faudra peut-être qu'on revoie aussi. Oui, c'est bien un espace extérieur qui peut aussi bien être une terrasse, un balcon. Enfin voilà, c'est pas nécessairement un loggia. Mais ok, c'est entendu. Je crois qu'il reste une dernière slide, mais alors qui va concerner des exigences HQ supérieures. Donc je vais juste vous les nommer ici et je rentrerai plus dans les détails si vous avez d'autres remarques. Non, on va. Entretien et durabilité de l'enveloppe, ça concerne le niveau NF Habitat et le niveau NF Habitat HQ. C'est tout ce qui est qualité de l'enveloppe, etc. On va avoir des exigences par exemple, les classements des menuiseries, les enduits, les labels Calinode, etc. Donc ça, on a bien des exigences au niveau NF Habitat et au niveau NF Habitat HQE. Et ensuite, en ce qui concerne les deux derniers, donc c'est maîtrise des consommations des charges et coût global. Donc ça, ce sont des thèmes qui sont valorisés uniquement en HQE2 et 3 points. Donc ce qu'on appelle HQE2 et 3 points, en fait, c'est le niveau HQE supérieur. Une opération, elle peut être en NF Habitat HQE 1 point ou en NF Habitat HQE 2, 3 points. Donc c'est supérieur. On a trois possibilités. Et donc, sur ces deux thèmes, on aura uniquement des exigences pour le niveau supérieur. Hein, donc, maîtrise des consommations des charges, donc c'est l'établissement d'un prévisionnel de charges et le coût global, c'est tout ce qui est études technico-économiques comparatives à mettre en place. Voilà. Mais ce sont des exigences très en 3 points. Très bien. Vous voulez ajouter quelque chose? On a 2 questions supplémentaires. Si Faustine, tu as fini, on peut peut-être revenir sur la question de départ pour ne pas l'oublier. Oui, il y avait une question que j'ai oubliée qu'on voulait voir à la fin parce qu'on allait parler de la ventilation et de la qualité, fonctionnalité des logements. Si on peut me rappeler la première question qui avait été posée? Oui. Alors, elle concernait donc, je cite la question, quelle prise en compte de la qualité des apports extérieurs? Eau, qualité de l'air, nuisance sonore, nuisance olfactive, notamment les sargasses. Là, on entend la récupération des eaux de pluie. Ouais, c'est vrai qu'il faudrait que… Alors, Monsieur Favre, peut-être vous voulez préciser votre question. Si c'est possible. Si vous voulez, si vous avez la possibilité de… Voilà, je laisse activer son micro. Oui, je veux bien intervenir. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, membre Synergile. Bonjour, membre Synergile, également de l'association Construction 21 en métropole. La qualité de l'air est importante en Guadeloupe parce que depuis des années, nous affichons dans les tableaux de référence une qualité d'air qui est assez dommageable, hein, puisqu'on avait atteint à un certain moment plus de 850 grammes par kilowattheure produit, ce qui n'était pas une très bonne référence pour un territoire voué au tourisme. Et donc, est en train de s'améliorer. Hein, ce qui est visé, bien sûr, c'est l'usine Albioma qui se trouve sur le Moule, qui utilisait le charbon, qui utilise encore une chaudière charbon. Et tant qu'on brûle du charbon sur la Guadeloupe, on a une émission très importante de CO2, mais pas seulement. Malheureusement, le CO2 contient du charbon, contient aussi du dioxyde de soufre, qui se transforme en acide sulfurique au contact de l'air humide, ce qui est le cas en Guadeloupe. Donc, c'est très dommageable et
je crois qu'on peut difficilement demander à des promoteurs ou à des maîtres d'ouvrage de faire beaucoup d'efforts sur les normes de leur construction, alors que les événements extérieurs sont très défavorables. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais bon, c'est vrai que sur ça, au-delà de faire une analyse de site ou ce genre de choses, on n'aura pas d'exigence particulière. Je pense que là, le cas que vous exposez, il rentrera dans l'analyse de site qu'on demande de réaliser en NF Habitat HQE. L'analyse de site, typiquement, elle a pour vocation d'identifier, notamment sur l'aspect qualité de l'air, des vents dominants d'abord, et ça on le demande, hein, et puis savoir ce qu'il y a autour de l'opération, s'il y a des vents dominants qui arrivent sur l'opération avec une déchetterie qui est à proximité, il va falloir traiter le sujet, et ça c'est ce qu'on demande au maître d'ouvrage. Ouais. Donc c'est plutôt traité dans l'analyse des contraintes et des opportunités du site, qui est prise en compte pour écrire le programme et qui doit permettre de mesurer l'impact de l'environnement sur le site de l'opération. Et ça, donc, c'est vu dans le cadre du système de management environnemental de l'opération, qu'on voit très en amont avec le maître d'ouvrage et qu'on ne vous a pas présenté ici. Non, c'est vrai. Oui, il y a le phénomène des sargasses également qui est préoccupant parce qu'il revient périodiquement et il impacte un maximum de bandes littorales habitées. Ça y est, je vois de quoi il s'agit, c'est bon. Ce que je vous propose peut-être, c'est de passer à la présentation de la SIG et de revenir après à micro ouvert, si vous le souhaitez, pour poser des questions. Comme ça nous permet de tenir le timing pour ceux qui ont quelque chose après et on garde le temps d'échange pour la suite. Très bien, merci. Okay. Si vous voulez vous présenter, slide. Oui, donc bonjour. Donc Yann Fant, je suis responsable du pôle études. Je suis en charge des opérations de construction, tout le montage des opérations de construction et de réhabilitation de la site. Donc nous avons effectivement une ambition assez forte d'améliorer la qualité de service vis-à-vis de nos locataires. Et donc, de ce point de vue, la SIG a signé un partenariat avec Cercal au mois de mai. Nous sommes dans la logique du groupe CDC Habitat, qui est déjà inscrit depuis quelques temps dans cette démarche. Donc, je vous propose de vous présenter l'opération de construction de 22 logements sociaux à Lamentin, sur le secteur de Crâne. C'est un secteur où la SIG depuis 2000, avec 508 logements. Et nous avons un nouveau programme suite à l'acquisition de foncier en proximité du centre-ville, qui permet d'accueillir 22 logements sociaux. Donc, proposer donc 7 logements sociaux LLF et 15 LLTS. Donc, c'est un programme de 22 logements couplés à un centre médical. Donc, on est à proximité du centre commercial Mon Plaisir, où il y a un market bien connu dans le secteur. Donc, au niveau du giratoire qui permet d'accéder au centre-bourg de Lamentin. Donc, le programme est composé de 2 bâtiments en R+2. Donc, nous avons 13 T2 et 9 T3 avec un centre médical de 220 mètres carrés. En fait, les parkings sont situés à l'arrière, donc qui permet de fluidifier les entrées et sorties de la résidence, puisque c'est une route qui est très passante. Nous avons privilégié la création d'ombre sur les zones minérales pour limiter les effets d'îlots de chaleur. Nous avons un parking végétalisé qui permet aussi de garder de l'ombre, parce qu'en fait, le Lamentin est une commune rurale, donc il y a un apport on a voulu garder cette empreinte et limiter les effets des îlots de chaleur. Nous avons préservé une partie de l'existant, puisqu'en fait, c'est un ancien bâtiment
qui sera démoli, qui ne répond plus aux normes, on n'a pas pu le récupérer. C'était l'ancien cabinet du docteur Dagonia. Donc, en partenariat avec la ville de Lamentin, ce site permet de redonner un peu de vie à cette parcelle qui est à l'abandon depuis un certain temps, en offrant un service de logement, en offrant des logements et des services médicaux associés en rez-de-chaussée. Nous avons, par rapport au giratoire, voulu donner une forme arrondie pour le pied, le rez-de-chaussée, du moins, pour mieux l'intégrer dans l'environnement. Effectivement, ce sont des bâtiments qui ont une certaine hauteur par rapport aux autres à proximité, mais qui ne font pas bloc. On n'a pas voulu créer un mastodonte dans l'angle à proximité des autres bâtiments. Par exemple, à côté, il y a une auto-école, juste en face, il y a un vétérinaire. Donc, des petits ensembles qui ne sont pas très élancés en hauteur. Donc, voilà l'empreinte que nous avons voulu donner à cet édifice. Alors, les loggias. Donc, nous voulons vraiment ouvrir avec une vue dégagée, puisqu'on est sur une partie autre par rapport au reste du centre-bourg. Nous avons voulu donner un traitement différencié en rythmant les façades pour que nous n'ayons pas une architecture monotone. Nous avons voulu protéger aussi les façades avec des panneaux composites pour donner un cachet un peu plus moderne. Et donc, et aussi créer un peu d'harmonie avec le traitement architectural proposé par notre équipe de maîtrise d'œuvre. S'agissant de la certification, donc, il y a les 3 axes majeurs, la qualité de vie des locataires, qui est un axe important pour la SIG. La satisfaction est un élément clé où tous les collaborateurs de l'entreprise sont mobilisés sur cet aspect de qualité de service, de qualité de vie. Nous faisons des efforts assez soutenus pour respecter l'environnement, pour être le moins invasif possible, et travaillons à la performance économique de la résidence dans le cadre de la gestion locative. On essaie d'optimiser, nous tendons à optimiser au mieux nos équipements pour faciliter la maintenance et donc les efforts en construction, mais aussi en exploitation. Nous avons identifié dans le cadre de la certification, notamment pour le LFHQE, des contraintes. Alors, des contraintes qui ne sont pas, nous avons réussi à surpasser. Étant donné qu'on a un nouveau référentiel pour l'ensemble des acteurs, y compris nous-mêmes, il a fallu intégrer, en fait, s'approprier le processus et la méthodologie d'action. Donc, nous avons bien avancé et commençons à avoir un peu d'expérience en la matière. Nous avons identifié qu'il pouvait y avoir des surcoûts quand on prenait trop tard les éléments du référentiel. C'est-à-dire qu'on progresse dans une voie et nous sommes contraints de travailler à rebours pour pouvoir rattraper donc du temps d'études supplémentaires et des échanges avec les partenaires qu'on est obligé de reprendre puisque le projet bute nécessairement. D'où l'importance de prendre très en amont la certification et de suivre le processus de manière très académique en termes de méthode. Et ça facilite aussi la qualité des échanges entre partenaires. D'ailleurs, chose que nous avons faite cette semaine pour nos nouveaux projets, nous avons rencontré nos maîtres d'œuvre qui sont mobilisés sur les projets à venir pour leur présenter la démarche. Alors, la plus-value, elle est dès le départ de l'opération. Nous avons un contrôle qualité qui est augmenté et spécifique en phase conception et en phase construction. C'est-à-dire qu'on ne refait pas le monde. Par contre, nous structurons nos démarches et nous avons des contrôles plus soutenus, plus élaborés très tôt, qui permettent d'éviter les écueils pendant toute la filière de production. Et aussi la notion de chantier à faible nuisance qui est aussi importante, notamment par rapport à la situation géographique de la résidence. Nous avons dû intégrer des méthodes d'intervention, des horaires d'intervention, des engins, ce qui
qui limite l'impact en phase chantier vis-à-vis de l'organisation, qui a un impact moins négatif sur l'organisation et vis-à-vis des riverains, en tenant compte effectivement des heures de pointe, des heures du trafic, le trafic routier. Si on peut parler de planification, donc la faisabilité a été faite au mois de juin. Aujourd'hui, nous sommes au stade des ventes de l'OS Travaux, qui est prévu au mois de novembre, puisque nous avons reçu nos offres d'entreprise. Les négociations sont en cours pour finaliser le dossier. C'est un dossier qui est plutôt bien parti. Et nous prévoyons de livrer l'ensemble du programme en juin 2021. Donc, nous sommes au stade de la passation des marchés. Et donc, il y a une partie de revue de projet qui sera faite avec Sercal à ce stade de l'avancée de l'opération. Donc, en synthèse, c'est la certification répond aux enjeux de la SIG et aussi de ses locataires. Donc, nous souhaitons avoir des logements de qualité supérieure. Nous valorisons la biodiversité en étant le moins invasif possible par rapport à l'existant. Et donc, nous luttons contre les effets du changement climatique dans nos choix, dans nos politiques d'achat. Nous sommes donc des bâtiments liés de la collectivité, donc des bâtiments, par exemple, pour la gestion du contrôle d'accès, pour la gestion aussi de l'éclairage à l'intérieur de la résidence, pour le contrôle d'accès. Un confort d'usage en adéquation avec le mode de vie contemporain. Nous voulons amener nos logements vers de la modernité, en restant sobre dans nos pratiques. Un effort supplémentaire par rapport à l'adaptation des logements aux seniors. Comme ça, nous sommes donc à proximité du centre-bourg. Nous avons une population vieillissante. Donc, nous avons souhaité porter aussi une réponse via dans ce programme de travaux pour ce public cible. Le cabinet médical qui est prévu au rez-de-chaussée devra aussi apporter un certain nombre de services qui répondront à cette problématique. Nous apportons aussi dans la gestion des espaces, on augmente le sentiment de sécurité des locataires, notamment par le contrôle d'accès. Nous avons parlé du stationnement aussi qui est à l'arrière, où il y a un accès qui permet d'éviter d'être sur la voie directement, mais ça, je m'avais parlé tout à l'heure. Et plus globalement, une amélioration de la satisfaction de notre clientèle et surtout une augmentation de notre notoriété de bailleur, puisque notre cheval de bataille, c'est vraiment la croissance de la qualité perçue par notre clientèle. Nous avons d'ailleurs chaque année une enquête de satisfaction qui est en place et qui nous permet de mesurer la réussite, le résultat de nos efforts. Donc voilà en quelques mots ce que je souhaitais partager avec vous concernant cette opération d'Agonia dans le centre-bourg de la montagne. Merci M. Fan pour votre intervention. Alors il y a une question concernant l'opération. Oui, elle concerne, donc c'est une question de M. Fabre qui demande pour le volet de performance thermodynamique, pourquoi avoir choisi une voiture très sombre. Alors, par rapport à la voiture très sombre, il y a eu des études qui ont été menées avec l'équipe de conception. Sur ce volet, les mesures nous ont permis de garantir, puisqu'il y a effectivement sous toiture de la vie, nous avons prévu par rapport à la ventilation naturelle de maîtriser effectivement la consommation énergétique. Donc, l'impact de la toiture sombre n'est pas négatif, en tout cas dans les résultats attendus sur l'opération. C'est un parti pris de l'architecte, mais qui a permis, à travers sa conception, de répondre à ses besoins, ne pas accroître effectivement notre consommation d'énergie. Ok, ce que je vous propose pour la suite, c'est de revenir, de poser maintenant vos questions, soit à travers le questions-réponses, soit en prenant le micro. Donc, vous pouvez pour ça lever la main et on vous donnera la parole
si vous souhaitez. En complément, peut-être, je rebondis sur ce que vous venez de dire, M. Faure, en complément, dans le référentiel, on a sur le confort agrothermique des indicateurs, évidemment, sur l'ICTRF, mais on a mis en place des garde-fous pour avoir une règle d'équilibrage sur l'enveloppe et la toiture notamment. Et on a un facteur solaire à 0,03 qui est respecté. Donc, ça veut dire qu'on contrôle, on va contrôler la performance agrothermique de la toiture en conséquence. Ok. Donc, on peut revenir un petit peu aux questions qui avaient été posées précédemment. Juste une observation. Au-delà de la nature, vous avez cette observation-ci, j'ai entendu la réponse. Et je me posais la question de l'usage des panneaux composites en façade. Effectivement, c'est une tendance aujourd'hui. En fonction de la nature de ces panneaux composites, on a un peu psychologique. On a des impacts. Par ailleurs, je me pose la question, est-ce que ce n'est pas plus pour l'aspect énergétique, c'est-à-dire de protection plus que l'aspect. En tout cas, il y a lieu de s'interroger sur le bien fondé de cette situation, peut-être dans la mesure de la chose, sur ce type de matériel. Alors, il y a les deux aspects. Il y a effectivement ces deux aspects qui sont intégrés. Et aussi, sur le parti pris, c'est de limiter la maintenance. Donc, effectivement, par rapport aux enseignes uniques, ce sujet, notre maîtrise d'œuvre, se charge d'apporter des réponses satisfaisantes, mais aussi avec ce type d'intervention, nous cherchons aussi à limiter les interventions régulières en façade de lessivage, notamment qu'on peut avoir. C'est un parti pris qui est aussi, parce que c'est une opération pilote, qui nous permettra aussi de savoir si c'est une voie dans laquelle nous pouvons continuer. Nous avons aujourd'hui l'expérience des ravalements de façade que nous faisons régulièrement et de l'impact que cela peut avoir. Donc, c'est un autre choix qui est à la fois esthétique, mais aussi doit limiter les effets du rayonnement solaire et aussi limiter les interventions en matière de... Je ne suis pas convaincu que du point de vue du coût global, si on a des par rapport aux pratiques, que l'on puisse vraiment faire une économie. Ça, c'est à vous. L'autre aspect, c'est vous avez parlé de l'ultime de chaleur. Ça m'a un petit peu irrité parce que l'ultime de chaleur, finalement, c'est que l'outil au bénéfice des déperditions calorifiques des bâtiments et ceux par rapport aux autres, et ça permet une certaine mesure d'avoir une dépense énergétique en matière de chauffage. Parler d'îlot de chaleur, ce cas de figure, la protection des îlots de chaleur, je pense que ce serait plus la notion de masque, c'est-à-dire ce qui relève de l'architecture vernaculaire, ce qu'on appelle le genre d'école, les plantes monumentales, toute une série de dispositifs protègent les façades justement de l'isolation. Et puis aussi empêche la réfraction, même si souvent on utilise le plan de façade qui permet de repousser les rayons solaires plutôt que d'avoir et ils ne se propagent pas sur l'habitat voisin parce qu'ils sont captés par la végétation voisine. Donc, ce dispositif, vieux comme la Guadeloupe, gagnerait à être mis. Il est fait là. Il est intégré dans le référentiel, la végétalisation. Il doit être matérialisé, rendre
pratiquement une équation de mettre de la quantifier aussi. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, nous avons une remarque de Mme Coplin qui parle de la couleur de toiture et qui dit qu'effectivement, elle pense qu'il s'agit de toile gris-argent qui reste performante et moins salissante que la tôle blanche. De toute façon, ça répond à l'aspect énergétique par rapport à ce choix de couleur. Dans la présidence, effectivement, nous avons du blanc que nous devons effectivement lessiver un peu plus régulièrement. C'est vrai. D'où l'intérêt de la tôle grise. Il y a une question, mais ça concerne la précédente intervention, mais c'était toujours de Mme Coplin au sujet du critère de sécurité en cas d'inondation. En hauteur pour permettre l'évacuation du logement. Donc là, c'était plus sur le référentiel Guadeloupe, cette question, le critère de sécurité en cas d'inondation. Ce qu'on dit, ça, tu vous mettra Faustine, hein, sur oui. Ce qu'on dit sur, ça fait partie de ça, c'est un des aléas climatiques qui est identifié sur la quasi-totalité des territoires, et quand on est en zone inondable, on demande effectivement, on peut aller jusqu'à demander de rehausser l'opération, et de modifier le procédé constructif pour empêcher les infiltrations d'eau si on est en zone à risque, à grand risque. Je suppose que Mme Coplin faisait référence particulièrement à notre constat, le témoignage qu'on voit tous les jours cette période-là, où les gens ont été prisonniers de leur propre logement, ne pouvant pas accéder à la d'entrée puisque ils sont envoyés par le déchet qui ont été projetés sur ces portes, mais aussi surtout par la pression des eaux, et ont dû à main nue arracher des ventelles ou des menuiseries aluminium opaques. Quand je dis opaques, qui sont pas ouvrants. Et on se pose la question, effectivement, une seule entrée, une seule sortie. On pourrait se poser la question aussi en cas d'incendie. Que faire, surtout quand on a un âge certain, et je pense que ça va nous interpeller, nous concepteurs. Il y a un seul ouvrant qui donne sur une circulation. Souvent, l'ouvrant donne sur l'Odia ou sur le balcon, par exemple, donc, la question de sécurité est vraiment très importante. Je ne sais pas si tu as des éléments de réponse à apporter, mais c'est une remarque qui est très pertinente pour la note, parce qu'il y a des problématiques qu'on a pu voir ce week-end. C'est le coup de l'ouvrant, le double fixe, mais malheureusement, il va falloir trouver des solutions. Pour les rez-de-chaussée. Comment on va particulier pour les rez-de-chaussée. Ok, on peut peut-être simplement passer au bilan outre-mer. Je vais le faire à l'oral. On est très en retard. Pour répondre en live, il y avait une question de M. Jean-Michel Grégoire qui demandait s'il y avait du commissioning. Donc, pour d'autres qui pourraient se poser la question, Mme Colfranter a répondu qu'il n'y a pas de commissionnement pour le référentiel Guadeloupe. Voilà. Et on avait une question sur la marque HQE, à qui elle appartient. On pourra y répondre ensuite. Elle appartient à l'Alliance HQE. Elle appartient à la société. On a un droit d'usage de la marque, comme NF d'ailleurs. La NF appartient à la FNEUR. On a un droit d'usage, j'aurais peut-être dû commencer par ça d'ailleurs. On a un droit d'usage de la marque NF et de la marque HQE, qui sont des marques déposées et qui n'appartiennent pas à Fercal. Et nous, on est compétent sur le logement. Sur le résidentiel, c'est la filiale du CSTB, c'est RTVA, qui accompagne tous les bâtiments tertiaires, les bâtiments logistiques, les bureaux, les écoles, sur ces aspects-là. Merci pour la réponse.
le bilan, je ne rentrerai pas, passer par les slides, hein, très, très succinctement, je vais vous dire où on en est aujourd'hui. L'activité en Outre-mer, elle est récente, puisqu'on est présent en Outre-mer depuis 2010, on est présent en Guadeloupe depuis maintenant 2020. Donc, on a sur les 130-150 000 logements dont je parlais tout à l'heure à Noël, on a près de 10 000 logements, plus de 10 000 logements qui sont certifiés ou en cours de certification en Outre-mer. Il y en a 8 à La Réunion, c'est normal parce qu'on est présent là depuis 2010. On en a 1200 en Guyane. En Guyane, on est présent depuis 2019-2020. Et puis, on en a un peu plus de 300 en Guadeloupe. L'activité est très récente puisqu'on a lancé officiellement le référentiel l'année dernière. On est présent, ça vous l'avez compris, hein, sur les aspects de construction. La question se pose avec un gros point d'interrogation sur la réhabilitation. Il est très probable qu'on accompagne aussi les gestionnaires de patrimoine sur leur réa. Et puis, voilà, ce qu'on souhaitait vous dire. On a compétence aussi à accompagner les bailleurs sociaux dans le cadre du PIG Innovation, du groupe Action Logement, qui finance des projets pour les acteurs qui ont des problématiques sur les thématiques particulières. Et on a actuellement 3 piles qui ont été validés par le groupe Action Logement. Il y en a 2 à La Réunion et 1 en Guadeloupe. Et celui de la Guadeloupe se fait en partenariat avec la CICOA. Et la thématique, c'est l'impact de la climatisation dans les logements sociaux. Ce que constatent les bailleurs et la CICOA notamment, c'est qu'on a de plus en plus de locataires qui posent des clims alors qu'ils n'ont pas le droit sur des bâtiments qui sont relativement récents. Donc l'objectif, c'est d'identifier, voilà, de faire une étude technico-économique, sociologique, juridique, d'aller trouver les locataires pour leur demander pourquoi, quel niveau de confort vous avez, quel niveau de confort vous attendez, et faire le lien avec la conception des bâtiments qui ont été faits et qui, peut-être pour certains, ne suffisent pas. Voilà, donc merci beaucoup de votre attention, et puis on est à disposition avec Faustine pour pouvoir répondre à questions que vous pourriez avoir. Une dernière question de M. Fabre qui demande un contact de Cercal en Guadeloupe. Donc, on va peut-être noter vos coordonnées dans la discussion accessible à tous. Et de toute façon, on enverra si M. Cercal, si M. Callier et M. Charles sont d'accord, la présentation. Voilà, on pourra vous la transmettre, soit en vidéo, soit le PowerPoint. Et puis comme ça, on vous transmettra aussi les coordonnées de M. Callier. Voilà. A priori, on n'a pas d'autres questions, donc on va pouvoir passer donc à l'allocution de clôture. Monsieur Saint-Cyr. Je serai très court, c'est simplement merci M. Caillé. Remercie M. Caillé pour la présentation de ce référentiel. Merci à tous les participants, tous ceux qui ont contribué. Et particulièrement une parenthèse, puisque une question nous est pointée du doigt les préoccupations des uns et des autres. Il est certain que la certification n'a pas de limite. Plus étant une certification dans le temps, plus spécifiquement, il est compréhensible que certains aspects conceptuels ne sont pas pris en compte. Cela dit, ça justifie le fait que la profession d'architecte est une profession réglementée avec certains normes qui veillent à la bonne
tenue la bonne pratique de ces professionnels. En tout cas, je profite aussi pour rappeler que le CNE a toujours eu cette question de. D'ailleurs, c'est le cas toujours, c'est la mission fondatrice aussi à bien équilibrer le bâtiment, la construction, cela veut dire, c'est plus que de la finance, c'est plus que de la qualité environnementale. Donc, je remercie M. Virgile de nous avoir aussi associés à cette ouverture référentielle de ce webinaire. Il faut savoir que le PAE est un partenaire, je dirais, quasiment à la droite de synergie sur la question des réseaux de bâtiments durables. Comme ce réseau de près à notre réseau de bâtiments d'urbanisme durable, qui est son frère jumeau, si on peut dire, avec le décalage dans la naissance. Mais nous espérons que ces deux structures continueront de travailler permettre qu'au-delà de la certification bâtiment, on ait aussi une certification aménagée. Parce qu'aller jusqu'à l'aménagement, chose qui est particulièrement importante comme on sait, et je le répète, ce que Phil a rappelé. Merci, M. Saint-Lucie, pour votre allocution de clôture. Donc, on remercie évidemment M. Caillé, Mme Cole-Hunter et M. Kahn de leur participation. Et on vous remercie également d'avoir suivi ce webinaire. Donc, on vous enverra par la suite le lien pour la vidéo et le PowerPoint, voilà, ainsi que les coordonnées de M. Caillé. Voilà, un grand merci. Merci à vous. Je vous